Combien de secrets peut contenir un seul regard? Combien d'histoires non racontées, de sacrifices silencieux et de douleurs muettes se cachent derrière un sourire figé pour l'éternité par le flash d'un vieil appareil photo. Nous regardons ces images du passé et nous pensons comprendre. Nous voyons une fête, une famille, un moment de joie. Mais nous avons tort. Chaque photographie est une porte fermée et la plupart du temps, nous n'avons pas la bonne clé. Regardez attentivement celle-ci. Nous sommes à Lyon, en France. En 1948, c'est la fête d'anniversaire d'un petit garçon. Il y a des ballons, un gâteau qui semble délicieux sur la table de réception et un enfant au centre, l'air un peu timide. À côté de lui, sa mère, sa main protectrice est posée sur son épaule. Elle lui sourit. Mais regardez plus attentivement. Regardez ses yeux. Regardez la tension dans sa mâchoire. La façon dont son sourire n'atteint jamais son regard. C'est le détail qui trahit tout. Le détail qui nous dit, avec une certitude glaçante, que malgré la pose, malgré l'intimité du geste, cette femme n'est pas sa mère. Et la vraie histoire, la raison pour laquelle elle se tient là, prétendant être ce qu'elle n'est pas, est infiniment plus tragique et héroïque que ce que cette simple fête d'anniversaire pourrait jamais suggérer. D'ici la fin de cette histoire, vous ne regarderez plus jamais cette femme de la même manière. Vous comprendrez que son regard n'était pas un regard de joie, mais un masque de détermination. Vous comprendrez que ce jour-là, au milieu des rires et du papier cadeau, elle gardait un secret qui allait non seulement changer sa vie et celle de cet enfant, mais aussi redéfinir le sens même du mot amour. Notre mission ici, sur cette chaîne, est de retrouver ces clés perdues. C'est de donner la parole aux invisibles, à ceux qui se tiennent en marge de l'histoire, mais qui en sont les véritables moteurs. Si vous croyez que chaque vie, même la plus silencieuse, mérite d'être racontée, si vous croyez au pouvoir de la mémoire, alors je vous invite à nous rejoindre. Abonnez-vous et activez les notifications, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui est une leçon de vie que vous ne trouverez dans aucun livre d'histoire. Nous sommes en 1948. La France pense à peine ses plaies. La guerre est terminée depuis 3 ans, mais l'ombre de l'occupation et de la collaboration plane toujours sur des villes comme Lyon, la capitale de la résistance, mais aussi un nid de secrets honteux. C'est une époque de reconstruction, mais aussi de division sociale profonde. Il y a ceux qui ont tout perdu et ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont prospéré dans le chaos. Cette photographie a été prise dans le somptueux appartement de la famille Dumont, de riches industriels du textile. L'homme qui a payé pour le gâteau et le photographe est monsieur Henri Dumont, un patriarche froid, dont l'usine avait tourné à plein régime pendant la guerre, fournissant des uniformes sans poser trop de questions. Le petit garçon est Jean-Pierre Dumont, l'héritier de 5 ans. Et la femme? La femme sur la photo n'est pas Madame Dumont. Elle s'appelle Élise Moreau. Et elle est la gouvernante. Élise était arrivée chez les Dumont 4 ans plus tôt, en 1944, alors que les combats faisaient encore rage dans le nord du pays. Elle venait d'un petit village de Normandie qui avait été entièrement rasé. Elle avait tout perdu, sa maison, ses parents et son jeune mari, disparus dans la tourmente. Elle était arrivée à Lyon avec une seule valise et un silence de mort dans le cœur. Les Dumont l'avaient engagée pour s'occuper du nourrisson, Jean-Pierre. La véritable Madame Dumont, Geneviève, était une femme brisée, fragile, éthérée. Elle passait ses journées dans sa chambre obscurcie, victime de ce que l'on appelait alors la mélancolie, un abîme de dépression post-traumatique dont elle ne sortirait jamais vraiment. Elle ne supportait pas de voir son fils. Peut-être lui rappelait-il un monde qui n'existait plus, ou peut-être voyait-elle en lui le reflet de l'homme qu'elle en était venue à mépriser. Pour Jean-Pierre, sa mère était cette silhouette fantomatique dans le couloir. Sa maman, c'était Élise. C'était Élise qui lui tenait la main lors de ses premiers pas. C'était la voix d'Élise qui lui lisait des histoires le soir. C'était dans les bras d'Élise qu'il se réfugiait lorsque les éclats de voix de son père résonnaient dans l'appartement. Pour Henri Dumont, l'enfant était une nécessité dynastique, mais une distraction. C'était Élise qui présidait au bain, qui soignait les genoux écorchés, qui absorbait en silence la solitude d'un enfant qui avait tout, sauf l'essentiel. Ce jour-là, le jour de la photographie, c'était le 5e anniversaire de Jean-Pierre. Henri Dumont avait organisé une réception, non pas pour l'enfant, mais pour ses relations d'affaires. C'était une démonstration de stabilité, de retour à la normale. Le photographe avait été convoqué pour immortaliser la scène. Une photo de famille, avait décrété monsieur Dumont. Mais lorsque le moment est venu, Geneviève, la vraie Madame Dumont, a refusé de quitter sa chambre. Après plusieurs tentatives infructueuses, la colère d'Henri montait. Le photographe attendait. L'horloge tournait. Impatient, méprisant, Dumont s'est tourné vers Élise, qui se tenait dans l'embrasure de la porte, tenant la main de Jean-Pierre. « Eh bien,
Élise, dit-il d'une voix coupante, ne restez pas là, mettez-vous à côté du garçon. Nous avons besoin d'une mère sur la photo. Souriez. Ce fut un ordre, pas une demande. Et Élise, la servante, l'invisible, a obéi. Elle s'est avancée, a posé sa main sur l'épaule de l'enfant qu'elle aimait plus que sa propre vie et a levé les yeux vers l'objectif. C'est à cet instant précis que le secret est né. Car ce que Dumont ne voyait pas, ce que personne dans cette pièce ne pouvait savoir, c'est ce qui se passait dans l'esprit d'Élise. Elle souriait, oui, mais ses yeux lançaient un défi. Ce n'était pas de la soumission, c'était de la rage, c'était la résolution soudaine et terrifiante que cet affront était le dernier. En prétendant être la mère de Jean-Pierre pour une photographie, elle venait de décider qu'elle le deviendrait pour de vrai. Les rires se sont tus. Les invités sont partis, laissant derrière eux une odeur de champagne éventé et de fumée de cigarette. La grande réception était terminée. Élise avait défait la cravate du petit Jean-Pierre, avait lavé son visage collant de gâteau et l'avait mis au lit. L'enfant s'était endormi presque instantanément, une main potelée serrant un soldat de plomb. « Bonne nuit, maman », avait-il murmuré dans son demi-sommeil. Ce mot, maman, qu'elle entendait tous les jours, résonna différemment ce soir-là. Il n'était plus une simple appellation affectueuse. Après l'humiliation de la photographie, après l'ordre glacial de M. Dumont, ce mot était devenu à la fois une accusation et une promesse. C'était le sceau de son secret. Dans le silence de sa petite chambre de bonne, sous les toits, Élise n'enleva pas immédiatement son uniforme. Elle s'assit sur le bord de son lit étroit et regarda ses mains, usées par la lessive et le travail. La colère froide qui l'avait saisie devant l'objectif du photographe s'était maintenant installée dans son ventre, non plus comme une émotion passagère, mais comme un moteur. Elle avait pris une décision. Elle n'allait pas seulement aimer cet enfant, elle allait le sauver. Elle comprenait la maison Dumont mieux que personne. Elle voyait la cruauté calculatrice d'Henri Dumont, un homme pour qui tout, y compris son propre fils, était soit un atout, soit un obstacle. Elle voyait la tragédie vivante de Geneviève Dumont, cette femme prisonnière de ses propres fantômes, incapable d'offrir la moindre chaleur à l'enfant qu'elle avait mis au monde. Et elle voyait Jean-Pierre, un petit garçon sensible, qui grandissait dans un vide émotionnel si profond qu'il menaçait de l'avaler. Élise était son seul rempart. Mais ce soir-là, elle comprit que ce n'était pas suffisant. Être un rempart signifiait qu'elle ne faisait que retarder l'inévitable. Le jour viendrait où Henri Dumont déciderait qu'une gouvernante aimante n'était plus appropriée, qu'il était temps de forger l'héritier à son image, probablement dans un pensionnat glacial en Suisse ou en Angleterre. L'épisode de la photo le lui avait prouvé. Aux yeux de son patron, elle était un objet interchangeable. Et si elle était interchangeable, son amour l'était aussi. La seule solution n'était pas de rester, c'était de partir, et de l'emmener avec elle. Le plan était insensé. C'était un enlèvement. En 1948, une femme seule, une domestique, disparaissant avec l'héritier d'une des familles les plus riches de Lyon, elle serait traquée. Elle n'avait pas d'argent, pas de famille, pas de soutien. Elle n'avait que la force de sa conviction. Le secret n'était plus seulement « je l'aime comme mon fils ». Le secret était devenu « je vais risquer ma vie pour lui donner celle qu'il mérite ». C'est alors qu'elle commença. Le lendemain matin, sa routine était la même, mais son regard avait changé. Chaque sou qu'elle pouvait économiser sur l'argent du marché était glissé non pas dans sa propre poche, mais dans une enveloppe cachée sous une lame de parquet de sa chambre. Chaque compliment de M. Dumont sur sa loyauté était un coup de poignard qu'elle acceptait en silence, le transformant en carburant. Elle commença à observer, non plus comme une servante, mais comme une espionne dans sa propre maison. Elle notait les horaires de M. Dumont. Elle écoutait les conversations téléphoniques. Elle devait trouver un levier, une faille. La tension montait en elle, une peur constante qui se mêlait à sa détermination. Elle se surprenait à regarder Jean-Pierre avec une intensité nouvelle. Chaque rire, chaque câlin était à la fois un trésor et un compte à rebours. Quelques jours plus tard, le photographe livra les épreuves. Henri Dumont les étala sur son bureau. Il appela Élise. « Regardez !» dit-il en lui tendant le cliché de la fête. « La famille parfaite. Vous jouez très bien le rôle, Élise. Presque trop bien. » Son sourire était fin comme une lame. Il y avait un avertissement dans sa voix. Puis il ajouta, presque négligemment, en rangeant les photos. « Je pense qu'il est temps de commencer à chercher un bon pensionnat pour Jean-Pierre. L'air de la montagne lui fera du bien, loin de toute influence adoucissante. » Le couperet était tombé, le temps lui était compté. Ce soir-là, Élise sut qu'elle ne pouvait pas le faire seule. Elle avait besoin d'un allié, quelqu'un d'aussi invisible qu'elle, quelqu'un qui détestait autant qu'elle le maître de maison. Il n'y avait qu'une seule personne, Joseph, le chauffeur, un ancien soldat,
silencieux, qui avait tout vu pendant la guerre et qui parlait rarement. Elle l'avait vu observer Dumont avec un mépris contenu. Elle devait prendre le risque. Elle le trouva dans le garage, polissant le chrome de la voiture noire de Dumont. Elle s'approcha, le cœur battant. « Joseph, dit-elle, sa voix à peine un murmure. Si une personne avait besoin de quitter la ville rapidement, discrètement, avec un petit passager, le pourriez-vous » Joseph ne s'arrêta pas de polir. Il ne la regarda même pas. Il y eut un long silence, brisé seulement par le frottement du chiffon sur le métal. Finalement, il parla, sa voix basse. « Partir, c'est facile, mademoiselle Élise. C'est de disparaître qui est difficile. Et coûteux. » Il se tourna enfin vers elle, son regard pénétrant. Très coûteux. Le mot « coûteux » resta suspendu dans l'air froid du garage. Élise sentit son estomac se nouer. Elle n'avait qu'une maigre liasse de billets, volés sur l'argent des courses, caché sous son matelas. C'était dérisoire face à la puissance de Dumont. Elle regarda Joseph droit dans les yeux, la peur faisant place à une franchise désespérée. « Joseph, je n'ai presque rien, avoua-t-elle, sa voix brisée. Je suis une servante, je peux vous donner mes économies, mais c'est à peine assez pour acheter un billet de train. » Joseph essuya lentement ses mains sur un chiffon gras. Il la dévisagea longuement, comme s'il évaluait non pas sa richesse, mais sa résolution. Puis, il secoua la tête. « Gardez votre argent, mademoiselle Élise. Ce n'est pas de cet argent-là que je parlais. » Il fit un pas vers elle, baissant la voix. « Le coût, c'est le risque. Si nous sommes pris, il ne me congédiera pas seulement. Des hommes comme Dumont, ils ne laissent pas de traces. Vous comprenez ?» Élise frissonna, mais ne recula pas. « Je comprends, mais je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas le laisser devenir comme lui. » Un éclair de respect, ou peut-être de pitié, passa dans le regard de Joseph. Il se détourna et regarda le capot noir et brillant de la voiture, comme si l'acier poli reflétait un passé qu'il ne pouvait oublier. « Pendant la guerre, commença-t-il, sa voix soudainement rauque. J'avais un jeune frère. Il était ici, à Lyon. Il croyait en une France libre. Il transportait des messages, des petites choses, vous savez. » Il s'arrêta, avalant sa salive. Il a été pris, un après-midi de 1943. Quelqu'un l'a dénoncé. Une dénonciation anonyme, ont-ils dit. Mais j'ai vu les registres d'après la Libération. J'ai vu qui faisait des affaires ce jour-là, qui recevait des faveurs des Allemands pour service rendu. Il frappa doucement le métal de la voiture du dos de sa main. Cette voiture, mademoiselle Élise, le carburant qu'elle utilisait, tout a été payé avec ce sang. Le silence qui s'installa était plus lourd que toutes les paroles. Élise comprit enfin. Ce n'était pas un mercenaire qu'elle avait devant elle. C'était un allié. Un homme consumé par une douleur aussi profonde que la sienne. « Dumont », murmura-t-elle. Joseph hocha la tête, ses mâchoires serrées. « Alors oui », dit-il, se tournant à nouveau vers elle, ses yeux durs. « Je vous aiderai à prendre le garçon. Non pas pour de l'argent, mais pour mon frère. Mais, ajouta-t-il, reprenant son ton pratique, Dumont est puissant. Il a encore des amis haut placés, des gens qui lui doivent des faveurs depuis la guerre. Si nous fuyons, il nous traquera. Nous ne pouvons pas seulement fuir, nous devons le neutraliser. » « Le neutraliser ? Mais comment ?» demanda Élise, son esprit s'emballant. « Il n'y a qu'une seule chose que ces hommes craignent plus que la mort, dit Joseph. C'est la ruine, la honte, l'exposition. » Il la regarda fixement. « Vous êtes dans la maison. Vous êtes invisible pour lui. Vous êtes la bonne. Vous entendez tout. Vous voyez tout. Il ne se méfie pas de vous. » Il venait de lui donner sa mission. Le plan d'évasion ne commençait pas sur la route. Il commençait dans le bureau d'Henri Dumont. Les jours suivants se transformèrent en une torture de double vie. Le jour, Élise était la gouvernante parfaite. Elle donnait le bain à Jean-Pierre, lui lisait des histoires, l'emmenait au parc, tout en sentant le regard de Dumont sur elle. Depuis l'épisode de la photo, il l'observait. Il avait senti un changement, un raidissement dans sa posture, qu'il prenait pour de l'insolence. « Vous semblez bien attachée à cet enfant, Élise, » lui lança-t-il un soir, alors qu'elle bordait Jean-Pierre. « Rappelez-vous qu'il est un Dumont. Il n'est pas à vous. » Chaque mot était un coup de fouet, mais Élise baissait simplement les yeux. « Oui, monsieur. » Mais la nuit, elle devenait une ombre. Lorsque la maison était silencieuse, que le lourd ronflement de Dumont s'élevait de la chambre principale, Élise glissait hors de sa chambre. Pieds nus, elle descendait l'escalier de service, son cœur battant si fort qu'elle craignait qu'il ne la trahisse. Le bureau était son sanctuaire. Elle avait vu où il cachait la clé de son grand bureau en acajou, dans un pot à tabac vide sur la cheminée. Sa première tentative fut un échec. Ses mains tremblaient, tellement qu'elle faillit faire tomber la clé. Elle se figea, écoutant le moindre craquement de la maison, avant de s'enfuir dans sa chambre, vaincue par la peur. Mais l'image du visage de Jean-Pierre et le souvenir de la voix de Joseph parlant de son frère la forcèrent à y retourner la nuit suivante, et la nuit d'après. Elle commença à fouiller méthodiquement. Elle cherchait des preuves de ce que Joseph avait affirmé. Elle ouvrit des grands livres, des chiffres, des transactions, des noms de sociétés allemandes. C'était accablant, mais ce n'était pas une arme. C'était trop complexe,
trop facile à nier. Elle avait besoin de quelque chose de direct, quelque chose de personnel, quelque chose qui le briserait. La troisième nuit, elle trouva un double fond dans le tiroir inférieur droit. Il ne contenait pas de registre, mais une petite boîte en fer blanc. À l'intérieur, il n'y avait pas d'argent. Il y avait des lettres manuscrites, sur du papier fin. C'était une correspondance entre Dumont et un officier de la Gestapo de Lyon. Elle ne parlait pas d'affaires, ni d'usine. Elle parlait de problèmes, d'employés gênants. Et dans l'une d'elles, datée de mai 1943, une phrase fit glacer le sang d'Élise. Concernant le jeune homme dont nous avons parlé, Joseph Martel. Il sera traité demain à midi. Votre discrétion est appréciée. Martel. C'était le nom de famille de Joseph. Elle tenait la preuve. L'arme. Elle prit la lettre, seulement celle-là, et la glissa sous son uniforme, contre sa peau. C'était comme tenir un morceau de glace empoisonné. Elle remit tout en place, verrouilla le bureau et remonta dans sa chambre. Son cœur ne battait plus la chamade. Il était froid, lourd et absolument déterminé. L'aube filtra à travers la lucarne de sa chambre, mais Élise n'avait pas dormi. La lettre était un poids glacial contre sa poitrine. Chaque mot était gravé dans sa mémoire. Joseph Martel. Il sera traité demain. Elle n'était plus seulement une gouvernante aimante. Elle était devenue la gardienne d'une vérité mortelle. Elle descendit avant même le lever des autres domestiques. La maison encore plongée dans une pénombre grise. Elle trouva Joseph dans le garage, comme elle s'y attendait, vérifiant les niveaux d'huile du moteur. Il leva les yeux à son approche, son visage impassible, mais ses yeux interrogateurs. Elle n'eut pas besoin de parler. Elle défit les 2 premiers boutons de son uniforme et sortit le papier fin, plié. Elle le lui tendit. Ses mains à lui, grandes et couvertes de cambouis, semblaient étrangement délicates alors qu'il prenait le document. Il s'adossa à la voiture, sous la faible lueur d'une ampoule nue, et lut. Élise observa son visage. Ce ne fut pas une explosion de colère. Ce fut quelque chose de bien pire. Ce fut un effondrement silencieux. L'homme qui avait survécu à la guerre, qui avait servi de chauffeur à l'assassin de son propre frère, sembla vieillir de 10 ans en 1 seconde. Sa mâchoire se serra si fort qu'un muscle tressaillit sous sa tempe. Il replia lentement la lettre, la lissa, puis la replia encore, méthodiquement. Quand il releva la tête, ses yeux étaient secs, mais ils brûlaient d'une intensité si froide qu'Élise dut retenir son souffle. « C'est donc vrai, dit-il, sa voix à peine un souffle. Il ne posait pas une question. Il constatait un fait qui confirmait une décennie de haine sourde. Il a signé l'arrêt de mort de mon frère. Il lui rendit la lettre. « Non, dit Élise, repoussant sa main, c'est votre arme. C'est notre arme. » Joseph la regarda, et pour la première fois, un plan clair se dessina sur son visage. « Non, dit-il, c'est une assurance. Nous allons en faire une copie. Vous garderez l'original sur vous, quoi qu'il arrive. C'est votre vie et celle du petit. » Le plan fut scellé dans le froid du matin. Ce n'était plus une simple fuite. C'était une opération. Joseph avait des contacts. Des hommes de son ancien réseau de résistance qui travaillaient désormais à nettoyer le pays, certains dans la presse, d'autres dans la justice. « Nous n'allons pas le faire chanter, dit Joseph, sa voix dure. Le chantage le rendrait juste plus dangereux. Nous allons le détruire, mais seulement quand vous serez en sécurité. » Le plan était simple. Joseph utiliserait ses jours de congé accumulés pour préparer un itinéraire vers le sud, vers Marseille, où les ports étaient encore un chaos organisé et où 2 personnes, une femme et un enfant, pouvaient disparaître. Il préparerait des faux papiers. Il leur fallait 1 semaine. Mais le destin, ou plutôt Henri Dumont, en décida autrement. Ce matin-là, au petit déjeuner, Dumont annonça la nouvelle d'un ton désinvolte, comme s'il parlait de la météo. « J'ai finalisé les arrangements, dit-il à sa femme absente, tout en ouvrant son journal. Jean-Pierre partira pour l'internat en Suisse ce vendredi. Élise, ajouta-t-il sans la regarder, vous commencerez à faire ses malles aujourd'hui, seulement l'essentiel. Ils lui fourniront de nouveaux uniformes. Vendredi. Ils étaient un mercredi. Ils n'avaient pas 1 semaine. Ils avaient 48 heures. La nouvelle frappa Élise comme un coup de poing. Elle manqua de lâcher la cafetière. « Oui, monsieur, réussit-elle à articuler. Elle croisa le regard de Joseph, qui se tenait près de la porte, attendant les ordres pour la voiture. Un seul regard fut échangé. Le plan était avancé. Ce serait demain soir, jeudi. La tension dans la maison devint insupportable. Chaque heure était un compte à rebours. Dumont, sentant peut-être la fin de son problème domestique approcher, devint plus arrogant, plus cruel. Il réprimanda Élise pour un pli sur la nappe, pour la façon dont Jean-Pierre tenait sa fourchette. Il la suivit même jusqu'à la chambre de l'enfant cet après-midi-là, alors qu'elle commençait à plier les petits vêtements dans une malle. « Pas celui-là, » dit-il en arrachant un pull tricoté des mains d'Élise. C'était un pull qu'elle avait fait elle-même pour l'hiver. « C'est trop commun, laissez-le. » Il la saisit par le bras, ses doigts s'enfonçant dans sa chair. « Et ne lui remplissez pas la tête de vos histoires sentimentales. Il va devenir un homme, pas une de vos poupées. » Cette nuit-là, Élise ne prépara pas la malle de Dumont. Elle prépara un petit sac à dos pour Jean-Pierre, des biscuits, son soldat de plomb,
et le pull tricoté qu'elle avait récupéré à la poubelle. Elle fit une chose qu'elle n'avait jamais osé faire. Elle entra dans la chambre de Geneviève Dumont. La pièce était sombre, comme toujours, sentant la poussière et le laudanum. Madame Dumont était assise près de la fenêtre, regardant un jardin qu'elle ne voyait pas. « Madame », commença Élise doucement. Geneviève se tourna lentement. Ses yeux étaient étonnamment clairs dans la pénombre. « Vous allez l'emmener, n'est-ce pas ?» dit-elle. Ce n'était pas une accusation, c'était une constatation. Le cœur d'Élise s'arrêta. « Madame, je... » « Ne dites rien », l'interrompit la femme. Elle tendit une main tremblante et ouvrit un tiroir de sa coiffeuse. Elle en sortit une lourde broche en or sertie de saphir. « C'était à ma mère. Vendez-la. C'est tout ce que je peux. C'est tout ce que j'ai. » Elle repoussa la main d'Élise. « Il me déteste », murmura-t-elle, en parlant de son mari. « Et il fera en sorte que cet enfant me déteste aussi. Vous lui avez donné ce que je ne pouvais pas. » Elle se retourna vers la fenêtre. « Protégez-le, de cet endroit, de cet homme. Maintenant, partez. » Élise prit le bijou, une alliance inattendue et tragique. C'était l'absolution. Jeudi soir. La maison était silencieuse. Dumont était dans son bureau, buvant du cognac. Joseph attendait dans l'ombre de l'allée, le moteur de la voiture coupé, mais prêt. Élise glissa dans le couloir, la lettre et la broche cachées sous sa robe, le petit sac à dos sur l'épaule. Elle ouvrit la porte de la chambre de Jean-Pierre. Il dormait, baigné dans la lumière de la lune. Elle s'agenouilla près de son lit, sa main tremblant alors qu'elle allait le réveiller. C'était le moment, le point de non-retour. « C'est l'heure, mon amour », murmura-t-elle. « Notre aventure commence. » La petite main de Jean-Pierre était chaude dans la sienne. « Maman, où on va ?» Sa voix était pâteuse de sommeil, confuse. Le mot « maman » frappa Élise en plein cœur, chassant la dernière once de doute. Elle s'agenouilla devant lui dans la pénombre, arrangeant le pull tricoté qu'elle venait de lui enfiler par-dessus son pyjama. « C'est une aventure, mon chéri. Un grand jeu », murmura-t-elle, sa voix étonnamment calme. « Mais la règle la plus importante est d'être aussi silencieux qu'une souris. Peux-tu faire ça pour moi ?» Le petit garçon hocha la tête, ses yeux grands ouverts, et serra plus fort son soldat de plomb. Elle prit le petit sac à dos, le glissa sur une épaule, puis souleva l'enfant. Il passa ses bras autour de son cou, un poids familier et réconfortant. Elle ouvrit la porte de la chambre. Le couloir était un tunnel d'ombre. Chaque craquement du parquet sous ses pieds nus résonnait comme un coup de feu dans le silence de la maison endormie. Elle évita la 4e marche de l'escalier de service, celle qui gémissait toujours. Son cœur battait à un rythme si violent qu'elle avait l'impression qu'il tentait de s'échapper de sa poitrine. Elle pouvait sentir la respiration chaude de Jean-Pierre contre son cou. En bas, dans le grand hall d'entrée, la seule lumière provenait d'un faible rayon de lune à travers l'imposte de la porte. Ils étaient à 10 mètres de la liberté, 10 mètres de la voiture de Joseph, qui, elle le savait, attendait dans l'ombre de l'allée. 5 mètres. Elle posa Jean-Pierre au sol, lui prenant la main. Sa main à elle glissa vers la lourde serrure en cuivre. C'est alors que la lumière s'alluma. « Vous pensiez vraiment partir comme une voleuse dans la nuit ?» La voix d'Henri Dumont était basse, saturée de cognac et de fureur. Il se tenait dans l'encadrement de son bureau, un verre à la main. Il n'avait pas l'air surpris, il avait l'air victorieux, comme un chasseur qui voit sa proie entrer dans le piège. Jean-Pierre poussa un petit cri et se cacha derrière les jambes d'Élise. Instinctivement, elle le repoussa derrière elle, se redressant de toute sa hauteur. « Je ne vole rien, monsieur », dit-elle, sa voix tremblante mais défiante. « Je l'emmène loin de vous. » Dumont éclata d'un rire sec et méprisant. « Loin de moi? Vous, une bonne, une moins que rien. Vous n'avez aucun droit. Cet enfant est à moi. Il est un Dumont. » Il posa son verre et s'avança, son visage se durcissant. « Maintenant, donnez-le-moi. Et demain, je ne vous livrerai pas seulement à la police pour enlèvement. Je m'assurerai que vous ne trouviez plus jamais de travail. Même pas pour curer les caniveaux. » Il était à 2 pas d'elle. Il tendit la main, non pas vers Élise, mais vers l'enfant caché derrière elle. C'est ce geste qui brisa la peur d'Élise et la remplaça par la rage froide de la photographie. « Non, » dit-elle. Sa voix était devenue tranchante comme de l'acier. « Vous ne le toucherez plus jamais. Et qui va m'en empêcher ?» ricana-t-il. « Moi, » dit-elle. Elle plongea la main sous sa robe, non pas vers la broche, mais vers le papier plié. Et ceci. Elle lui jeta la lettre au visage. Dumont tressaillit, mais la lettre, légère, voleta jusqu'à ses pieds. Il la regarda, puis se pencha pour la ramasser. Il la déplia. Il reconnut son propre papier à en-tête, sa propre écriture. Ses yeux parcoururent les lignes. Joseph Martel sera traité. Son visage, d'abord rouge de colère, devint d'un blanc cireux. L'arrogance s'évapora, remplacée par un éclair de pure panique. Il releva les yeux vers elle, ne la voyant plus comme une servante, mais comme une ennemie mortelle. « Comment... Où avez-vous trouvé ça ?»« Là où vous l'avez laissé, » dit Élise. Comme une preuve de votre pouvoir. C'est ce que vous vouliez, n'est-ce pas? Le pouvoir. Dumont fit un pas en avant, sa main se tendant. « Rendez-la-moi. Elle n'est plus à vous, elle appartient à la justice, » dit une voix grave depuis la porte d'entrée. Joseph se tenait là, la porte ouverte sur la nuit. Il n'était pas dans la voiture. Il était venu la soutenir. Dumont se retourna,
stupéfait. « Joseph, traître, vous êtes de mèche avec elle? Vous êtes finis tous les deux !» Joseph ne bougea pas. Il tenait quelque chose dans sa main. Une autre enveloppe. « Non, monsieur Dumont, c'est vous qui êtes fini. La lettre que vous tenez n'est qu'une copie. » Il tapota l'enveloppe qu'il tenait. « L'original est ici. Et une autre copie a été postée il y a 1 heure, à un ami de mon frère, un journaliste à Paris Soir. Il m'attendait. Le nom, Martel. » Il frappa Dumont avec la force d'une révélation physique. L'homme comprit. La ruine. La honte. L'exposition. Il était piégé. Il regarda Élise, le garçon, puis Joseph. Sa haine était si palpable qu'elle semblait aspirer l'air de la pièce. Mais il était impuissant. Montez dans la voiture, Élise. Maintenant, ordonna Joseph. Élise n'eut pas besoin de l'entendre 2 fois. Elle attrapa la main de Jean-Pierre et courut à travers la porte ouverte, vers la voiture dont le moteur tournait silencieusement. Elle jeta le garçon à l'arrière et plongea à sa suite. Joseph fit un pas en arrière, gardant ses yeux sur Dumont, qui restait figé dans le hall, prisonnier de sa propre destruction. Joseph monta à son tour, claqua la portière et enclencha la vitesse. La voiture bondit en avant, crissant sur le gravier de l'allée. Élise se retourna. À travers la lunette arrière, elle vit Henri Dumont, l'homme le plus puissant de Lyon, s'effondrer lentement sur ses propres genoux dans le hall d'entrée illuminé, la copie de la lettre froissée dans sa main. Il n'était plus un monstre. Il n'était plus rien. La voiture s'engagea sur la route sombre, s'éloignant de Lyon, vers le sud, vers la mer. Jean-Pierre avait enfin commencé à pleurer, non plus de peur, mais de choc. Élise le serra contre elle, le berçant, tremblant de la tête aux pieds. « Chut, mon amour, chut !» murmura-t-elle, caressant ses cheveux. « C'est fini, je te l'avais dit, l'aventure commence. Nous sommes libres. » Le voyage vers le sud fut un long cauchemar silencieux. Joseph conduisit toute la nuit. Son visage une silhouette de granit illuminée seulement par les phares de la voiture. À l'arrière, Élise serrait Jean-Pierre contre elle. L'enfant, épuisé par la peur et l'adrénaline, s'était enfin endormi dans ses bras. Chaque fois qu'une autre voiture les croisait, Élise sursautait, son cœur s'arrêtant, s'attendant à voir les gyrophares de la police. Mais rien ne vint. Le pouvoir d'Henri Dumont s'était effondré dans son propre hall d'entrée. Joseph ne le fuyait plus. Il l'avait déjà enterré. Ils arrivèrent à Marseille à l'aube. La ville était un tumulte de vie, de marins, de marchands et de réfugiés venus de toute la Méditerranée. C'était le chaos parfait pour disparaître. Joseph gara la voiture dans une ruelle près du vieux port. Il se tourna vers eux, la dureté de son visage s'adoucissant pour la première fois. Il sortit une enveloppe de sa poche. « Ceci est pour vous, dit-il. J'ai vendu la broche ce matin à un homme que je connais, et j'y ai ajouté ma part. C'est assez pour un nouveau départ, pour vous deux. » Élise le regarda, les larmes lui montant aux yeux. « Joseph, que vais-je devenir ? Que va-t-il vous arriver ?» Joseph eut un mince sourire. « Moi, je retourne à Lyon. J'ai un rendez-vous avec un journaliste. L'histoire de mon frère mérite d'être lue avec le café du matin. » Il regarda Jean-Pierre, endormi. « Vous n'êtes plus Élise Moreau, la gouvernante. Vous êtes qui vous voulez. Donnez-lui une bonne vie. C'est tout ce qui compte. » Il sortit de la voiture, fit le tour et ouvrit la portière pour elle. « Adieu, Élise. Et bonne chance, Jean-Martin. » Elle comprit. Il venait de les rebaptiser. Elle prit l'enveloppe, serra son fils contre elle et sortit de la voiture. Élise Moreau et Jean-Pierre Dumont moururent sur ce quai de Marseille. Élise Martin et son fils, Jean, commencèrent leur vie. Les premières années furent d'une pauvreté écrasante. L'argent de Joseph et de la broche servit à louer une chambre minuscule dans le quartier du Panier. Élise travailla sans relâche. Elle fit des lessives, elle fut couturière, elle nettoya les sols des restaurants avant l'aube. Mais chaque soir, elle rentrait chez elle et Jean était là. Ils n'avaient presque rien, mais ils avaient tout. Il n'y avait pas de cris, pas de porte qui claque, pas de père froid, ni de mère fantôme. Il y avait des histoires lues à la lueur d'une bougie, il y avait le pull tricoté qu'elle rapiéçait année après année, et il y avait un amour si féroce et si pur qu'il les protégeait de tout. Jean grandit, oubliant les couloirs sombres de la maison Dumont. Sa seule mémoire était celle d'une mère qu'il avait toujours aimée, qu'il avait toujours protégée. Il devint un homme bon, un enseignant, ironiquement, redonnant à d'autres enfants l'éducation et la stabilité qu'on avait tenté de lui voler. Quant à Henri Dumont, l'histoire de Joseph fit la une. Le scandale de sa collaboration, de sa trahison menant à la mort d'un héros de la résistance, fut sa ruine totale. Ses amis politiques l'abandonnèrent, sa fortune s'évapora. Il mourut seul quelques années plus tard. Un homme brisé. Geneviève Dumont, libérée de son emprise, passa le reste de ses jours dans un sanatorium tranquille sur la Côte d'Azur, son dernier acte de rébellion ayant été le plus important de sa vie. Aujourd'hui, quand nous regardons cette photographie de 1948, nous ne voyons plus une fête d'anniversaire. Nous voyons une scène de crime et la naissance d'une héroïne. Ce que nous prenions pour une mère mal à l'aise est en fait une femme en cage, Élise, forcée de jouer un rôle. Mais nous savons maintenant que son regard n'est pas vide. Il est plein. Plein de rage, plein de douleur,
et plein d'une résolution qui allait bientôt faire basculer le destin. Ce cliché n'immortalise pas la richesse de la famille Dumont, il immortalise le moment exact où une femme invisible, une servante que personne ne voyait, a décidé de devenir invincible. Le sourire qui ne touche pas ses yeux n'est pas un échec. C'est une déclaration de guerre. Cette photographie n'est pas l'histoire d'un enfant qui n'était pas le sien. C'est l'histoire d'une femme qui a prouvé que la maternité n'est pas une question de sang, mais un acte de courage. La leçon qu'Élise nous laisse est puissante. Elle nous rappelle que le véritable amour n'est pas passif. Ce n'est pas seulement un sentiment, c'est une action, c'est un choix. C'est voir l'injustice et refuser de l'accepter. L'héroïsme ne se trouve pas toujours sur les champs de bataille ou dans les grands discours. Parfois, il se trouve dans le cœur silencieux d'une gouvernante qui, contre toute attente, décide de risquer sa vie non pas pour elle-même, mais pour l'âme d'un enfant. Et maintenant, je veux vous poser quelques questions. Pensez-y honnêtement. Premièrement, qu'est-ce qui définit vraiment une famille pour vous? Est-ce les liens du sang ou les liens du sacrifice? Deuxièmement, dans votre propre vie, avez-vous déjà été témoin d'une situation où vous saviez ce qui était juste, mais où agir semblait trop risqué? Et enfin, si une photo était prise de vous dans un moment difficile, quel secret, quelle force cachée espérez-vous que les gens verraient dans votre regard des années plus tard? Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez été touché par le courage d'Élise et que vous êtes resté jusqu'à la fin, commentez le mot-clé secret. Liberté, c'est le cadeau qu'elle s'est offert, ainsi qu'à Jean. Si ces histoires d'héros invisibles résonnent en vous, si vous croyez que nous devons continuer à déterrer ces mémoires perdues, alors s'il vous plaît, soutenez notre mission. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et partagez-la. Votre soutien nous permet de continuer à donner une voix à ceux qui n'en ont pas eu. Et cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran pour découvrir un autre secret caché dans une vieille photographie. Merci d'avoir regardé.